Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour ce moment euh, qui se pose dans deux cadres si particuliers. La journée internationale du droit des femmes qui s'est déroulée il y a à peu près une semaine plus tôt et la journée du nombre qui se déroule aujourd'hui. Pas de tarte malheureusement, mais que du bonheur pour ce moment. Je me présente, je m'appelle Nakia, je suis une étudiante en licence et aujourd'hui, après mille et une péripéties, nous voilà, vous et moi euh, à faire ce moment ensemble à partir du moment où je suis passionnée d'aéronautique. Et donc, je suis une personne qui est passionnée justement d'aéronautique et d'aérospatiale. Et peu après avoir rejoint Bicomtech et avoir assisté à une table ronde, j'étais inspirée par le message d'encouragement que laissaient les intervenants. Et je me suis dit, pourquoi pas copier ce concept tout simplement dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui réunis avec ces intervenantes qui ont un parcours absolument merveilleux pour partager ce moment ensemble. C'est une très bonne soirée et je passe la parole à Elsie qui va présenter notre association. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je m'appelle Elfie Zongrana et j'ai 20 ans. Je suis ambassadrice Bicomtech depuis 2022. Du coup, je vais vous présenter l'association Bicomtech rapidement. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la place des femmes dans la tech, les sciences et l'importance de la mixité dans ce secteur d'avenir. Nous vivons à une époque où les deux façonnent notre quotidien, nos modes de communication, notre travail et même notre vision du monde. Pourtant, un paradoxe persiste. Alors que la technologie nous concerne tous, elle reste encore un domaine largement dominé par les hommes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les femmes représentent moins de 20% des effectifs dans les métiers techniques du numérique. Et du coup, pour répondre à ce défi, Bicomtech a vu le jour en 2017. La mission de Bicomtech est simple, c'est ouvrir le champ des possibles aux jeunes filles et leur donner les moyens de s'approprier la tech, non pas comme de simples utilisatrices, mais aussi comme des créatrices et actrices de l'innovation. Et du coup, Bicomtech a plusieurs programmes, notamment le programme Jump in Tech, qui forme des adolescentes de 14 à 17 ans aux fondamentaux de la tech à travers 4 semaines intensives d'apprentissage. Plus qu'une initiation au code, c'est une expérience qui leur permet de gagner en confiance, d'explorer des opportunités et de déconstruire les idées reçues sur les métiers du numérique. Et étant donné que le combat ne s'arrête pas aux portes de l'école, ils ont également créé un autre programme qui s'appelle le programme Together in Tech. C'est un programme destiné aux étudiantes du numérique qui doivent encore aujourd'hui faire face au sexisme et aux discriminations dans leur parcours. Et l'objectif, c'est lever les obstacles et permettre à toutes de s'épanouir dans un environnement inclusif et bienveillant. Et en fait, à la suite de ces deux programmes que sont Jump in Tech et Together in Tech, elles rentrent dans un programme sur le long terme qui s'appelle le programme ambassadrice, qui leur permet de développer leur leadership, d'affiner leurs compétences et de s'investir en faveur de la diversité dans la tech. Du coup, voilà en grande ligne ce que Become Tech fait au quotidien. Et du coup, je passe la parole à Sandra. Bonsoir à tous, je m'appelle Sandra Bouxiro. Rapidement ma carrière, j'ai fait 20 ans dans l'armée de l'air et de l'espace en tant que pilote d'hélicoptère et instructrice en fin de carrière. Par la suite, en reconversion, j'ai travaillé pour le SAMU, j'ai fait des convoyages en Europe, toujours en tant que pilote hélicoptère. Et en parallèle, j'ai créé France BIA, qui est un centre de formation des adolescents au niveau mondial par visioconférence, au brevet d'initiation à l'aéronautique et au spatial, et qui donne lieu à un diplôme de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, dans ce cadre, j'ai eu la chance de rencontrer Aya. Aya, à toi. Merci Sandra, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Aya Idouni, je suis actuellement ingénieure logiciel chez Thales. Je suis également réserviste à l'armée de l'air et de l'espace et je suis fondatrice et directrice de la société Stars Factory. Stars Factory, c'est une école en ligne immersive
qui va venir vous suivre tout au long de votre aventure vers les étoiles. Et puis, je laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous, c'est un plaisir de vous rencontrer virtuellement ce soir. Mon nom c'est Chloé Carrière, mais on me connaît plus sur le nom de Galactique Chloé. Je suis ingénieure aérospatiale de formation en Suisse à l'EPFL et après avoir travaillé un petit peu avec l'Agence spatiale européenne et le CSEM, je suis partie à 100% dans la communication scientifique. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Galactic Studios, qui a pour but de réconcilier les sciences et la société. Et dans le cadre de ma communication à moi, en tant que Galactique Chloé, on touche aux sciences spatiales en particulier. Et dans ce domaine, j'ai eu la chance à plusieurs reprises de rencontrer la prochaine intervenante, Claudie. Je te laisse la parole. Merci Chloé, bonsoir à tous. Donc je suis Claudie Aigneret. Je suis un médecin, et je suis un chercheur en neurosciences. Vous me connaissez peut-être parce que je suis astronaute. J'ai eu la chance de faire deux missions spatiales. Et je me suis engagée ensuite en politique pour parler de science et de technologie. Et je rappelle que cette année est l'année de l'ingénierie, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc j'ai été en charge de la recherche et puis en charge des affaires européennes. Je me suis beaucoup investie, comme Chloé, dans la culture scientifique et technique pour vous donner à tous envie de regarder ces sujets. Et mon engagement, c'est aussi auprès de fondations. Je suis souvent marraine d'événements. Je suis une réserviste aussi de l'armée de l'air et de l'espace. Donc voilà, tous ces sujets de l'air et de l'espace sont passionnants et on va avoir l'occasion d'en parler. Je suis ravie de le partager avec vous. Et je passe la parole à Brigitte, je pense, qui m'a accompagnée souvent. Merci Claudie. Alors oui, moi je suis Brigitte Godard, médecin généraliste de formation et avec une spécialité en biologie médicale et en aéronautique. Alors effectivement, Claudie, j'ai découvert le spatial et que c'était possible d'être médecin et astronaute grâce à Claudie en lisant mes revues de ciel et espace. Et donc de là, l'idée ne m'a plus jamais quittée d'essayer de travailler dans ce domaine-là. Et donc, j'ai eu la chance d'être médecin des astronautes pendant une quinzaine d'années, donc au Centre européen des astronautes, on en reparlera plus tard. Et puis, j'ai décidé de revenir travailler pour aider aussi un peu les terriens, mais le spatial est un virus qui ne vous quitte pas. Et donc, je continue à, d'un côté, former par l'intermédiaire. En fait, maintenant, il y a de nombreuses écoles d'ingénieurs qui s'ouvrent et qui permettent de se former plus facilement que de l'époque de Claudie ou de la mienne, on va dire, pour tout le domaine médical et spatial. Et j'aime beaucoup communiquer. Donc, grâce à cela, ça me permet d'être là, par exemple, ce soir, aujourd'hui. Et on va peut-être repartir s'envoler avec Sandra, justement, pour qu'elle nous explique qu'est-ce qui se passe pour un pilote. Merci Brigitte. Alors, comment on devient pilote? Effectivement, alors qui j'étais adolescente? Adolescente, j'étais une lycéenne certes sérieuse, mais qui n'avait pas de facilité. Clairement, je travaillais énormément pour des résultats qui étaient certes corrects. J'ai fait un bac D d'ailleurs, axé sur les sciences naturelles plutôt. Et puis arrive le moment de l'orientation avec tous les doutes qui nous habitent. Qu'est-ce qu'on fait? Et bon, certes, la recherche d'un côté, ça m'intéressait, donc faire une école universitaire axée sur la biologie et la biochimie, mais parallèlement, l'aérien m'attirait, et à l'époque, les femmes pilotes, on les comptait sur les doigts de la main, donc je me suis dit, c'était inaccessible pour moi totalement. Et je me suis dit, pourquoi pas contrôleur aérien? Donc, je rentre en contact avec des contrôleurs aériens, et qui m'apprennent, eux, que dans l'armée de l'air, c'est possible de devenir pilote avec un bac, et qui prennent des femmes. Donc, je me renseigne, et là, je me dis, ouais, alors ça c'est possible, qui tente rien n'a rien, allons-y, je fonce, je me prépare physiquement, je me prépare psychologiquement, intellectuellement, et je tente les concours. Je tente ceux de l'armée de l'air, je tente ceux de la marine, et à la surprise générale, la mienne aussi, je réussis les concours, je suis prise dans les deux armées en tant que pilote. Je choisis l'armée de l'air, et j'ai vécu une carrière, 20 ans de carrière fantastique. Alors pas toujours facile, on va pas se leurrer, il y a des moments difficiles, mais vraiment une carrière à 200 à l'heure en permanence. Arrive le moment de la reconversion. Alors,
je voulais juste vous dire rapidement, je vous présente juste ce que c'est qu'un pilote militaire dans l'armée de l'air avant. C'est 3 métiers en un, souvent on ne le sait pas. Il y a la partie militaire qui consiste à la préparation au combat, manipulation des armes, entraînement physique, entraînement à la survie. Il y a la partie pilote, on prépare nos missions, on fait les vols bien sûr qui sont spécifiques militaires, souvent à plusieurs machines. Et puis il y a une partie qui est assez méconnue mais qui compose la majorité de notre temps, c'est celle de manager. Parce qu'on est avant tout des officiers, donc on va avoir des tâches telles que par exemple s'occuper des opérations, gérer le planning des pilotes et les formations, ou encore travailler, ça a été mon cas pendant 2 ans avec Thales, à la conception d'un simulateur par exemple, où le numérique est bien sûr ultra présent. En fin de carrière, je vais être responsable du suivi de la formation des pilotes de l'armée de l'air hélicoptère. Et puis arrive donc le temps de la reconversion. Là, je vais me reconvertir dans le SAMU. Le SAMU, c'est quoi? C'est les hélicoptères qui interviennent sur les accidents, qui transportent les blessés aussi d'un hôpital à un autre. Et puis, je vais aussi faire des convoyages en Europe, des vols techniques. Rapidement, l'instruction me manque. Le contact avec les jeunes, le fait de leur déployer les ailes, de leur dire allez-y, osez. Et puis, arrive à ce moment-là un directeur d'un établissement scolaire qui me propose de monter une formation BIA au sein de son établissement. Et c'est comme ça qu'est née France BIA, qui maintenant s'est développée en visioconférence et en classe virtuelle, et on forme des jeunes à l'international puisqu'on a de nombreux partenariats avec des établissements français à l'étranger, et le but c'est vraiment de déployer les ailes des jeunes aussi bien dans l'aéronautique que dans le spatial, en leur faisant rencontrer notamment des professionnels comme Aya qui est une ingénieuse talentueuse, exceptionnelle, et qui travaille d'ailleurs au système embarqué qu'on a à bord de nos machines. Aya, à toi. Merci beaucoup Sandra pour ces éloges. Mais du coup, avant d'en arriver là, j'ai quand même un assez long parcours. Donc moi, depuis toute petite, je suis toujours les yeux rivés vers les étoiles, toujours rêvé d'espace, d'exploration, les limites de nos frontières, etc. C'est vraiment le sujet qui m'intéresse et je pensais que j'allais en faire toute ma vie. Alors, je me suis trompée. Mais du coup, arrivée au lycée, les nouvelles matières, etc., je suis tombée sur la nouvelle matière qui est le numérique. Donc, c'est là que je découvre le développement informatique. Et à ce moment-là également que j'ai rencontré Bicomtech. Donc, j'ai participé à la formation dont vous a parlé Elfie lors de l'introduction, Jumping Tech lors d'un été. Et en fait, j'ai développé tout l'été et c'était juste génial. Mais c'était pas juste ça parce que j'ai rencontré plein de personnes en fait hyper inspirantes pour moi, qui m'ont montré l'exemple, qui sont devenus des modèles. Et en fait, je me suis dit que c'était totalement possible. Enfin, Bicomtech m'a montré que c'était totalement possible de faire de la tech et de l'aéronautique. En fait, la tech, on en trouve dans tous les métiers. Si je veux être dans du droit, dans de la médecine ou n'importe où, je vais toujours en trouver. Alors, je me suis dit que j'allais mêler les deux, que j'allais mêler deux passions en une. Du coup, je me suis dirigée vers une école d'ingénieur spécialisée en développement logiciel informatique. C'est ce que je fais à l'heure actuelle chez Thales. Je me suis également formée à l'entrepreneuriat, donc avec un bootcamp en Silicon Valley pendant plusieurs mois, qui était juste incroyable. Et en fait, j'ai remarqué tout au long de cette longue formation, donc moi qui rêve d'étoiles, que ce milieu, l'aéronautique, c'est un milieu très fermé. C'est un milieu pas qui n'est pas connu, il est extrêmement connu, mais qui est extrêmement fermé pour plein de régions, pour plein de personnes, pour les personnes qui n'ont pas forcément l'accessibilité géographique ou l'accessibilité financière. Et je me suis dit que j'allais créer en fait, que j'allais mêler en fait ces problèmes pour en faire une solution. C'est de là que j'ai créé la Stars Factory du coup, donc en Californie. Donc la Stars Factory, c'est quoi? C'est une école immersive en ligne sur laquelle on va venir suivre tout le cursus d'un astronaute. Donc que ce soit de sa formation ou alors lors des missions avec de la réalité augmentée. Et c'est ce que je fais donc à l'heure actuelle. Ça me plaît tout en étant ingénieur chez Thales. Donc comme l'a dit Sandra, donc moi spécialement chez Thales, je développe les pods, donc qui sont une toute petite partie embarquée sur les avions de chasse. Et tout ça fait que j'en suis là aujourd'hui, une personne très engagée, à la fois dans Bicomtech et à la fin dans l'entrepreneuriat. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais lu une phrase un jour qui m'avait extrêmement inspirée. C'est la phrase de la première femme astronaute afro-américaine qui disait que si vous ne voyez pas de modèle, alors devenez-le. Et en fait, c'est complètement ce que j'ai fait. Alors, bon, je vous dis à toutes et à tous que si vous n'avez pas de modèle, devenez-le. Si la voie est claire, allez-y. Et puis, je laisse la parole.
Et maintenant, place à l'interview. Avant de commencer, nous voulons rendre hommage à Valérie André, la première générale de l'armée de l'air. Elle a occupé le métier de médecin, aviatrice et parachutiste, et pilote d'hélicoptère. Elle était la femme ayant le plus de décorations militaires au monde. Le métier d'ingénieur n'est pas si vieux que ça. En effet, on retrouve les traces de ce métier comme les documents de Léonard de Vinci. Mais quoi encore? Y avait-il des femmes ingénieures dans l'aéronautique? En effet, 20 ans après l'invention de l'avion par les frères Wright à Vancouver, naquit Elsie McGill. Elle obtient son baccalauréat en 1923 et un diplôme en génie mécanique 4 ans plus tard. Peu avant, elle avait contracté la polio. Néanmoins, cela ne l'empêcha point d'occuper un poste de cadre chez Austin Aircraft Company, qui s'oriente justement vers l'aéronautique. Cela la poussa à se réinscrire à l'Université de Toronto pour devenir en 1929 la première femme du monde ayant un master en ingénierie aéronautique. En 1942, elle participa en tant qu'ingénieure en chef chez Canadian Car and Foundry, CANCAR, à la conception du Hawker Hurricane, un avion de chasse utilisé par la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que les chasseurs ont des avions? Alors là, rien à voir. Les avions de chasse sont des avions militaires conçus pour intercepter les avions adverses et ainsi assurer la maîtrise du ciel. Ceux-là sont développés pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il existe toujours et forme un véritable marché comme le fameux Rafale qui est le deuxième meilleur appareil au monde. Est-ce qu'il y a déjà eu des femmes pilotes de chasse? Oui, et l'une d'entre elles qui nous a marqué est Caroline Aigle de Colstein-Moineau, la première femme française pilote de chasse affectée au sein d'un escadron de combat de l'armée de l'air. En plus d'avoir été simultanément reçue à l'ENS et à l'IX, Mais c'est mon rêve en fait. elle fut également championne militaire de France et du monde par équipe de triathlon en 1997 et vice-championne en 1999. Cette même année, elle reçoit son brevet de pilote sur Alpha Jet et son macaron. Elle intègre différentes bases aériennes, est affectée sur Mirage 2005 l'an suivant, et 5 ans plus tard, la voilà commandant d'escadrille. En 2007, elle meurt d'un cancer foudroyant après avoir donné naissance à son second enfant. Un an plus tôt, elle entamait un cursus d'astrophysique et de russe dans le but de devenir astronaute, comme Valentina Tereshkova. Mais d'où viennent les astronautes? Ce mot vient du latin astra qui signifie les étoiles et nauta qui signifie marin. Les astronautes sont donc les marins des étoiles, donc les marins du ciel. Depuis toujours, l'humanité avait une fascination pour l'au-delà. Mais on veut le contexte historique. Eh, doucement! Cette fascination devient possessive à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout commence dans une course contre la montre dans laquelle s'affrontent les États-Unis et l'URSS durant la guerre froide. L'URSS était loin devant les États-Unis avec les satellites, la chienne Laika, le satellite Luna et Gagarin, premier homme dans l'espace. Une mission est mise en place par les États-Unis après l'exploit de Shepard, un vol suborbital, afin de mettre un homme sur orbite pendant plus de 5 heures. Cette opération a été nommée Friendship 7. Parmi la main-d'œuvre du projet se trouve une équipe de calculatrices de la NASA, qui étaient des chercheuses sous la direction de Dorothy Vaughan, calculant les opérations requises. Et parmi elles, Mary Jackson. Contrairement à ce que le film veut nous faire croire, elle n'a pas travaillé directement sur la mission Friendship 7, mais sur la compréhension des effets des fluides et des sources de chaleur sur les modules spatiaux, crucial pour la mission. Sous l'impulsion de son collègue, elle a dû passer un procès au tribunal de Hampton afin d'avoir l'autorisation de suivre un cursus d'ingénieur et devient en 1958 la première femme noire ingénieure aérospatiale. Ce métier est devenu transgénérationnel et l'une d'entre nous occupe un poste similaire. Alors, j'ai effectivement la chance de pouvoir travailler dans ce magnifique secteur qui est celui de l'aérospatial. Mais en fait, contrairement à Aya, pour le coup, moi, j'ai pas eu le regard tourné vers le ciel depuis ma tendre enfance. C'est plutôt un rêve qui est arrivé pendant que j'étais adolescente, quand j'avais 15-16 ans. Et mon coup de cœur, ça a été réellement l'astrophysique et l'étude de l'univers. Et donc, j'ai décidé de partir en Suisse, parce qu'à la base, je viens de France, pour étudier la physique à l'EPFL, qui est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et en fait, j'ai raté ma première année et pour moi, ça a été mon premier réel échec. Et je me suis vraiment remise en question pour savoir est-ce que je suis faite, est-ce que j'ai les capacités de devenir astrophysicienne.
Finalement, j'ai décidé de continuer, de retenter ma chance une deuxième fois. J'ai effectivement reçu le diplôme de physicienne à la fin de mon bachelor. Mais en parallèle, j'ai décidé de m'investir dans beaucoup d'associations, d'en créer moi-même deux, Space at Your Service et la mission Asclepios, une mission spatiale analogue pour les étudiants. Et grâce à ces expériences, je me suis rendu compte qu'en fait, le travail d'astrophysicienne, il ne me correspondait pas vraiment. Du moins, je m'y épanouissais pas vraiment. Je n'étais pas derrière un télescope, j'étais plutôt en train de coder sur Python. Et j'ai réalisé que là où je m'épanouissais, c'était plutôt dans la gestion de projet et de fédérer des personnes comme vous et moi vers un objectif commun. Et donc, je suis partie en master toujours d'ingénierie, mais cette fois-ci plutôt ingénierie aérospatiale avec une tendance qu'on appelle la management de la technologie, donc plutôt stratégique, entrepreneuriale, etc. Ce qui m'a permis d'arriver à l'Agence spatiale européenne pour ma thèse de master, à l'ESRIN, donc vraiment focalisée sur ce qui est l'observation de la Terre, les satellites qui nous permettent d'observer par exemple l'évolution du climat, ce qui est essentiel depuis là-haut. Et en parallèle de mes études, je me suis construite petit à petit en tant que communicatrice scientifique, à la base via des activités associatives et puis à la fin plutôt sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas forcément eu la chance moi-même d'aller dans l'espace, malgré que j'ai certes l'accoutrement. Je me suis laissée plutôt tenter par l'observation de la Terre via des données qu'on reçoit des satellites. Mais en revanche, la prochaine intervenante, Claudie, elle a pu la voir de ses propres yeux là-haut. Merci, Chloé. Alors, vous avez toutes parlé un petit peu d'un rêve et d'un grand désir qui vous avait fait avancer. Alors moi, mon rêve, il s'est déclenché, la petite graine a été plantée en juillet 69. C'était le premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est vrai que ça m'a ouvert des horizons. Je suis pas devenue astronaute à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de modèle et j'avais pas décidé de modèle féminin. Je veux dire, j'ai pas décidé de devenir à ce moment-là le modèle de la femme astronaute. Je suis devenue médecin. Mais quand j'ai vu apparaître cet appel à candidature pour des astronautes scientifiques, pour aller dans les stations spatiales, eh ben, j'ai pas résisté. J'ai poussé la porte, j'ai candidaté et j'ai donc été sélectionnée. Pour me donner toute confiance, bah, j'ai fait un petit peu d'études en plus, hein. J'ai une thèse de sciences en plus de ma thèse de médecine, un deuxième doctorat. Et je suis partie pendant 10 ans à l'entraînement en Russie, à la Cité des Étoiles, pour me préparer à ces missions spatiales. Alors, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut apprendre des tas de choses, mais c'est le début de la vie pour vous qui nous écoutez. Vous allez voir, vous allez apprendre des tas de choses tout au long de votre vie. Qu'est-ce que c'est qu'un métier d'astronaute? Alors, c'est bien sûr au départ assurer la sécurité de l'équipage et la réussite de la mission avec le collectif, hein. On est en équipe, en équipage. Ensuite, à bord, on fait donc de la recherche parce que c'est un laboratoire unique dans lequel on ne ressent pas les effets de la gravité. De la recherche sur les sciences du vivant et puis de la recherche sur les matériaux, les sciences physiques. Mais on est aussi, bien sûr, ingénieur quelque part, parce qu'une station spatiale, hein, il y a de la maintenance, il y a de la réparation, on fait tout ça à bord. Mais on n'est pas toujours en mission pendant une carrière d'astronaute, on passe quand même beaucoup de temps au sol, bien évidemment. Et là, on est aussi des ingénieurs d'essai pour les industriels qui développent ces stations et tout ce qu'on peut réaliser à l'intérieur. Et je voulais insister sur le fait que le numérique, puisque c'est quand même quelque chose qui me mobilise toutes, eh bien, le numérique, c'est hyper important aujourd'hui, à côté de la technologie classique. Il est partout, l'intelligence artificielle, les nouveaux moyens de communication, tout est là. Après avoir eu la chance de voler, c'est vrai qu'on change un peu son regard et que je parle de la beauté de la planète, je parle de l'importance de la coopération, coopération scientifique et coopération technologique. Je parle de l'importance d'avoir les outils de la science et de la technologie pour avancer. Je parle du fait qu'il n'y a pas assez de femmes impliquées dans tous ces métiers-là et qu'on a vraiment besoin que vous soyez là à nos côtés. Et je fais un petit coucou à Sophie Adno, vous allez en entendre parler. Sophie Adno, pilote d'hélicoptère, hein, Sandra, et qui est en train de s'entraîner pour une mission spatiale qu'elle fera au premier semestre 2026. Et elle va être un très, très joli exemple, très, très inspirant pour tout le monde. Voilà, je termine en vous disant que oui, il y a plein de choses qui se préparent. Parce que moi, j'ai volé sur une orbite basse, la station spatiale à 400 km. Mais vous avez entendu, on est en train de préparer des missions lunaires, des missions martiennes.
et toutes les recherches qu'on a commencé à faire, eh bien, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour assurer la sécurité de l'équipage. Mais je vais passer la parole à notre médecin pour qu'il nous raconte un petit peu comment tout cela se prépare. Oui, merci Claudie. Donc, effectivement, la vie dans l'espace, ça paraît toujours alléchant. C'est vrai que quand on discute avec des gens, tout le monde est motivé, les jeunes, mais c'est vraiment un environnement pour lequel il faut être préparé parce que c'est quand même très, comment dire, très dangereux. Il y a des radiations, un niveau de radiation que nous n'avons pas sur Terre, hein. Donc, il va falloir se protéger contre ces radiations. En plus, ces radiations, le problème, c'est qu'il y en a partout. On est toujours en vie, donc c'est un bon signe. Mais celles qui sont dans l'espace, notamment pour aller vers des missions interplanétaires, vont être un petit peu plus, va falloir tenir plus compte, se préparer. Il y a à la fois, ben, en fait, on est habitué sur Terre, notre corps s'est développé avec la gravité. La gravité terrestre, on ne s'en rend pas compte. Mais Claudie pourrait vous le dire, en rentrant d'une mission de longue durée, vous donnez un stylo aux astronautes et vous dire, mais qu'est-ce que c'est lourd, hein, parce que effectivement, sur Terre, donc, on a toute la musculature qui s'est développée pour avoir vraiment, pour vivre sur cette Terre. Et dès que vous vous extrayez, vous n'allez plus avoir cette sensation de poids. Et donc, c'est très agréable, hein, très agréable de flotter, mais plus vous allez rester longtemps dans l'espace, plus ça va être compliqué pour revenir. Et puis, enfin, peut-être l'un des derniers éléments, ça va être l'isolement, hein, le confinement. Alors, comme Claudie l'a bien dit, c'est vrai que c'est vraiment un travail d'équipe, hein. Donc, en fait, pendant la préparation de l'entraînement pour cette mission que les astronautes vont effectuer tous ensemble, c'est leur nouvelle famille, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. Mais mine de rien, même à la maison, ça vous arrive de temps en temps, quand ça se passe pas bien, on claque la porte, on va prendre un petit coup dehors et tout va bien, vous revenez en pleine forme. Là, bah, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut vraiment que nous, médecins, on prépare, et il n'y a pas que nous, médecins, finalement, toute la communauté dans le spatial doit vraiment aider sur tous ces plans. Alors, la sélection, ben, oui, c'est pas facile. Parce que, ben, vous voyez, il faut répondre à un certain nombre de critères. Alors, on ne vous demande pas d'être un surhomme ou surfemme. Pourquoi? Pas parce que plus vous allez être physiquement bien entraîné, plus finalement on va, entre guillemets, se dégrader dans l'espace. Et vous avez tous entendu parler de ces 2 heures et demie de sport que l'on fait pour des missions de longue durée, donc pour permettre de garder cette capacité musculaire et cardiaque. En dehors de cette activité physique, effectivement, les astronautes savent faire beaucoup de choses, puisqu'ils sont là-haut pour faire des missions scientifiques. Une mission scientifique, c'est en fait, eh bien, l'astronaute va remplir le travail du scientifique. À la fois, il peut-être, s'il fait des expériences humaines, son propre sujet, mais il peut être aussi l'expérimentateur. Donc, c'est ça qui va venir compliquer. Donc, les astronautes vont apprendre à se prélever, à pouvoir se soigner aussi. Donc, il n'y a pas nécessairement un médecin à bord. Donc, Lodi, bon, elle avait la chance, entre guillemets, d'être médecin, de pouvoir s'occuper de l'équipage. Mais on n'a pas toujours un médecin à bord. Et dans ce cadre-là, il y a une personne qui va être entraînée, enfin, en général, pour un équipage de six, il va y avoir au moins 2 qui vont être entraînés comme crew medical officer, c'est-à-dire qui vont avoir une formation un petit peu plus sophistiquée. Et en général, nos astronautes de l'ESA aiment bien faire ça, même s'ils sont pris comme pilotes, hein. Je pense que Sophie, on verra si elle a le temps de faire cette formation supplémentaire. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, je ne sais pas si je n'ai pas répondu à la question de la sélection, en fait, qui est très rude. Donc, elle se déroule en plusieurs étapes. Alors, surtout de nos jours, parce que c'est une sélection qui est devenue à l'échelon européen. Et donc, en fait, vous allez poster la candidature sur Internet. Puis, alors, la dernière, il y a eu plus de 22 000 candidats. Celle, la précédente, d'où a été issu Thomas, il y avait 8 000 candidats. Puis après, il y a une seconde phase à Hambourg où il y a des tests pardon, psychomoteurs, donc pour voir vos aptitudes, la mémoire, des tests de poulie, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Quand vous sortez de là après cette journée, vous avez la tête, ouh là 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 là, un petit peu surchargée. Et puis, si vous passez cette étape-là, alors par exemple, des 8 000, on était passé à 900, donc pour l'année 2008-2009, hein, vous voyez, donc il y a vraiment un grand élagage. Et puis ensuite, il y a les tests, la partie de tests psychologiques purs.
qui étaient faits à Cologne, hein, les 2 dernières sélections. Et puis ensuite, c'est la partie médicale, où vous passez une semaine de tests médicaux pour voir vraiment de la tête aux pieds si vous pouvez satisfaire aux conditions d'astronaute. Et puis ensuite, il y a des 2 entretiens qui vont être réalisés avec les responsables de l'Agence spatiale européenne, hein, je parle de nous, Européens. Dans d'autres agences, ça se déroule autrement. Et voilà, donc suite à cela, je pense qu'il faut vraiment connaître, si on n'a pas l'idée du métier, si on ne connaît pas ce que c'est que ce métier, et ben, je pense que Chloé va pouvoir nous parler de communication maintenant pour rebondir sur comment faire connaître ces étapes de sélection d'astronautes à la communauté. Merci beaucoup, Brigitte. Alors effectivement, je vous expliquais qu'à la base, j'ai plutôt un background technique, c'est-à-dire vraiment d'ingénierie pure et dure. Mais en fait, je me suis lancée maintenant à 100% dans la communication scientifique et peut-être vous vous demandez pourquoi. Et en fait, pour venir à pourquoi est-ce que je suis là ici et pourquoi j'étudie le spatial et j'ai étudié le spatial, en fait, j'ai découvert le spatial grâce à un événement d'outreach, comme on dit à l'époque, la nuit des chercheurs qui avait lieu à Dijon. À l'époque, j'étais lycéenne à Dijon, je suis allée avec ma mère et j'ai rencontré des chercheurs de l'Agence spatiale européenne qui travaillaient sur la mission Planck. La mission Planck, c'est un télescope spatial, c'est-à-dire qu'on envoie dans l'espace, et qui avait pour but de regarder le tout début de l'univers, essayer de prendre une photo, la première photo de l'univers, juste après le Big Bang. Et quand j'ai vu cette photo, ça a bouleversé ma vie. Ça s'appelle le fond diffus cosmologique, si jamais vous voulez aller le voir sur Internet. Et tous ces paradoxes, tout ce qu'on ne comprenait pas encore sur l'univers, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de dédier ma vie au spatial. Et pour moi, ça montre vraiment l'importance de la communication et de permettre de communiquer en fait avec des personnes qui n'ont pas forcément accès à ce type d'informations. Et donc, toujours à côté de mes études, j'avais cette passion pour le partage et c'est pour ça que j'organisais des événements à la base. Puis ensuite, j'ai commencé je suis partie à San Francisco pour me former auprès des Américains de la Silicon Valley sur comment est-ce que eux communiquaient la science. Je suis revenue ici et j'ai créé une chaîne YouTube avec mon école, le PFL, qui s'appelait le Galactic Chloé Show. C'est là que j'ai pu porter cette magnifique combinaison que vous voyez sur moi. Et à l'issue de ça, je me suis vraiment développée dans ce personnage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment quitter la partie technique pour faire ça à 100%. Bon, c'est déjà la période, je dirais, post-Covid qui, pour moi, a vraiment fragilisé le lien entre les sciences et la société. Et je pense que même sur ces dernières semaines, peut-être certaines d'entre vous trouvent que les news sont un peu difficiles à regarder. Et en fait, on vient beaucoup questionner les vérités, et je mets une grosse guillemets là-dessus, vérités scientifiques. Et notre rôle, il est de plus en plus important, pas seulement pour informer, mais vraiment plutôt pour vulgariser la méthodologie scientifique et montrer qu'en fait, tout le monde, et vous qui nous écoutez, vous êtes capable d'appliquer cette méthodologie scientifique et c'est ça qui permet d'avoir un esprit critique et de pouvoir avancer face à toutes ces informations en prenant des décisions éclairées. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans, notamment pour cette mission. Et comme on est ici dans cet événement, on parle un petit peu de questions de genre, mais aussi parce qu'il y a très peu de femmes que je voyais qui avaient le temps ou l'envie de se mettre, entre guillemets, sur le devant de la scène ou dans la lumière pour pouvoir inspirer d'autres et montrer que, en tant que femme, en tant que minorité, on peut le faire aussi. Et de montrer, encore une fois, je mets en avant la littérature scientifique qui montre que c'est pas seulement un combat des femmes pour être plus en avant, non, en fait, c'est le combat de l'humanité, tout simplement parce que des équipes plus diverses produisent de meilleurs résultats. Nous sommes plus performants lorsque nous travaillons ensemble. Et donc, c'est pour ça que c'est notre combat à tous sur les prochaines décennies de faire en sorte que le spatial, mais même tous les domaines, soient plus divers. Et je pense que Claudie, je te laisserai la parole parce que toi, tu en es une des ambassadrices mères. Merci Chloé, quelle merveilleuse ambassadrice tu fais. J'ai eu le plaisir déjà de partager des plateaux avec toi lors de conférences. C'est vrai que je voulais revenir sur ce moment qui a été très important pour moi aussi, quand j'ai accepté de prendre la direction du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, vous connaissez peut-être ces deux merveilleux centres de sciences à Paris, puis je suis la marraine de la Cité de l'Espace à Toulouse aussi. Donc voilà, des endroits magiques. Et ça me paraissait important de se dire, la science et la technologie au XXIe siècle, c'est des possibilités absolument énormes, c'est des outils magnifiques. Chloé vient de parler de la
démarche scientifique, de faire, de toucher. Je me suis dit, il faut qu'on essaie de réfléchir à comment on va parler au XXIe siècle de la science, de la technologie, pas obligatoirement pour devenir des chercheurs, des techniciens et des ingénieurs, mais pour avoir des clés de compréhension de ce monde et être des acteurs, faire ses choix, éclairés, comme on a dit. Et c'est encore plus important, et effectivement aujourd'hui, je dis simplement aller regarder ce qu'on est en train de faire sur Stand Up for Science, hein, tous au service de la science aujourd'hui, parce qu'elle est parfois maltraitée. Et je pense que jeunes filles, jeunes garçons, hommes et femmes, on doit tous se mobiliser effectivement pour faire en sorte que la science, la recherche soient des outils pour préparer l'avenir. Et c'est Obama, je crois, qui a dit, il y a deux types d'éducation. Il y a l'éducation qui prépare, et puis l'éducation qui inspire. Alors, l'éducation qui prépare, ben, Dieu merci, dans vos écoles d'ingénieurs, ben voilà, on vous donne du matériau, on vous apprend des savoirs, on vous apprend des savoir-faire aussi. Mais l'inspiration, alors l'inspiration, elle va venir parce qu'on arrive à raconter les choses d'une façon différente. Alors, je vous dis, le spatial, c'est une matière en or hein, pour aller vous raconter le fond cosmique galactique dont nous a parlé Chloé, ou pour vous montrer les images de la planète Terre depuis l'espace. Enfin, tout ce qu'on l'espace nous apporte aujourd'hui, c'est une très, très belle matière pour faire de la science et de la technologie. Ça peut être des belles expositions, ça peut être des conférences, et il faut des conférenciers et des conférencières. Hein. Il n'y a pas simplement le récit, mais la façon dont on le porte. Et merci Chloé de le porter aussi bien. C'est important, l'incarnation, la voix, l'enthousiasme et la passion qu'on peut mettre. Et puis, aujourd'hui, il y a quand même des moyens nouveaux qui sont à notre disposition pour aller toucher le plus grand nombre de personnes possible. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans un centre de sciences, ceux qui ont terminé l'école trop tôt, ceux qui ont envie de commencer une seconde carrière. Et ça, c'est tout ce que les chaînes YouTube, le numérique, les réseaux sociaux peuvent apporter à manipuler avec prudence, bien évidemment, par des gens experts qui savent ce qu'ils racontent, mais qui le font avec passion et enthousiasme. Donc, les jeunes filles, jeunes femmes qui nous écoutent et qui sont mobilisées sur ce sujet du numérique, c'est d'autant plus important que votre voix aussi puisse s'exprimer, puisse construire ces outils pour qu'on puisse partager la science, la technologie et avoir envie de se projeter dans un futur en étant bien armé pour avancer et pousser la porte. À tous et à toutes pour ce témoignage qui est super incroyable. Maintenant, c'est place aux questions-réponses. Bonjour à tous. Donc maintenant, on va commencer la session de questions-réponses. Moi et notre ambassadrice, on va pouvoir poser les questions aux intervenantes. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez directement les poser dans le chat et on les récupérera pour pouvoir les poser aux intervenantes. Donc, pour commencer, on a une première question de Liliana qui demande quelle est la formation pour être médecin spatial. Oui, alors, merci Oriane. Donc, effectivement, pour être médecin spatial, il n'y a pas vraiment de carrière tracée là maintenant. Alors, je pense qu'il faut déjà être médecin parce que, et avoir l'idée, si vous avez envie de faire une certaine spécialité, aller droit au but parce que c'est très important de s'éclater dans son travail. Alors, vous allez me dire, moi, je m'éclaterai dans le spatial, mais c'est un domaine très compliqué. Donc, je pense qu'il faut pouvoir choisir une première spécialité. Puis, de toute façon, on n'a pas le choix d'être médecin par la carrière les premières années de médecine. Et puis ensuite, alors c'est vrai qu'au tout début de l'ère spatiale, j'aurais envie de dire, on recherchait surtout des urgentistes, hein, on pensait que c'était hyper important. Puis maintenant, en fait, on se rend compte que tous les domaines de la médecine sont importants et intéressants. Et donc, je pense que voilà, le mieux, c'est si vous avez l'envie d'être chirurgien, ça peut, voilà, vraiment l'objectif, je fais ma médecine. Et puis après, voilà, il y aura toujours une possibilité. Alors, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un certificat de médecine aéronautique et spatiale qui existe toujours.
Après, il y a d'autres formations qui peuvent être faites, notamment aux États-Unis. Je vous ai dit tout à l'heure que ça se développait un petit peu plus dans les écoles d'ingénieurs, certaines formations, mais qui ne sont pas spécifiquement pour des médecins. Donc voilà, le carrière médicale, un certificat d'aéronautique, et puis ensuite, eh ben, on voit quelles sont les opportunités. Et je ne sais pas si Claudie a... Pour compléter peut-être cette réponse, moi j'ai fait aussi le certificat de médecine aéronautique et spatiale, ce qui me permettrait d'être plus à l'aise avec ces sujets-là. Mais je voulais dire que, comme tu viens de dire très bien, Brigitte, il y a plein de spécialités qui sont utiles dans le domaine du spatial. Faut pas oublier d'ailleurs les spécialités qui sont plus en lien avec les sciences cognitives, avec comment on arrive à prendre des décisions, que ce soit dans le milieu spatial ou dans le milieu aéronautique. Tout ce qui est le domaine de l'ergonomie, j'ai parlé de sécurité des vols tout à l'heure. Et ça, c'est un sujet majeur et vous, ingénieurs, vous devez être sensibilisés à ça. Euh, Parmi les astronautes qui ont été sélectionnés dans la dernière sélection de l'Agence spatiale européenne, il y a des médecins avec différents types de spécialités. Donc, éventuellement, médecin, ça peut aussi aboutir à une carrière d'astronaute. Et puis, il y a tout ce qui est la recherche clinique, hein, ce qu'on fait dans le spatial, ou ce que Brigitte fait à MEDES, la clinique spatiale installée à Toulouse. C'est essayer d'avancer dans la compréhension de ces transformations du corps, de comment anticiper, prévenir, et tout ce qu'on apprend par cette recherche dans le domaine de la médecine aéronautique et spatiale, ça fait avancer aussi la médecine de tous les jours, au quotidien. Et vous pouvez très bien être un ingénieur biomédical. Il n'y a pas obligatoirement que des médecins. Parce que vous imaginez, quand j'étais à bord, comment faire une prise de sang, comment analyser le développement d'un microbe, comment positionner une sonde d'échographie pour avoir une belle image du cœur ou d'un organe. Tout ça, ça nécessite une instrumentation miniaturisée, très fiable. Ça nécessite aussi de pouvoir transmettre les données au sol pour qu'elles soient interprétées par les médecins qui sont au sol. Et tout ce qu'on apprend là, c'est très utile, vous l'imaginez aujourd'hui, vous comprenez le mot de télémédecine, se dire que il faut pouvoir apporter parfois des éléments de diagnostic, un suivi d'un malade qui n'a pas obligatoirement accès à l'hôpital ou à son médecin. Tout ce qu'on apprend dans l'espace pour la santé de l'équipage, eh ben, c'est aussi quelque chose qui sera mis ensuite à disposition sur Terre. Donc le champ de la médecine, il est très très large. Ça peut être un opérateur médical, ça peut être un ingénieur médical, ça peut être un chercheur dans le domaine de la médecine, et c'est passionnant et on a encore plein de choses à découvrir. Merci pour vos réponses. Donc, on a une autre question de Alban qui demande quelle école et ou formation faire pour être ingénieur aérospatial. Je peux peut-être commencer sur cette question. J'ai vu qu'il y avait aussi une question pour devenir astrophysicienne, donc peut-être je peux mettre les deux, comme moi j'ai fait un petit peu ce parcours-là. Donc déjà, dans l'astrophysique, généralement, on va favoriser plutôt des études entre guillemets publiques. Je suis un peu moins renseignée sur la France parce que maintenant, ça fait pratiquement 10 ans que je suis établie en Suisse, mais le PFL, du coup, est une école fédérale, donc publique. Et en France, bah, il y a ce système de faculté, d'université, où vous pouvez très bien aller faire une licence de physique et ensuite vous spécialiser. Il ne faut pas hésiter à regarder à l'international aussi également. Moi, à l'époque, j'avais regardé dans d'autres pays, bah, notamment la Suisse, j'avais regardé l'Angleterre. Le milieu scientifique est un milieu qui reste très anglophone. Donc, c'est vrai que moi, un conseil que je donne, c'est quand même de partir dans des cursus où vous pouvez déjà commencer à développer cette langue parce que vraiment, toute la recherche est publiée et se discute dans cette langue-là. Et puis pour la partie plutôt ingénierie pure et dure, alors il y a des écoles qui sont spécialisées ingénierie aérospatiale, mais en fait, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez être ingénieur matériaux. Moi, c'est ce que mon mari a fait, par exemple. Maintenant, il est ingénieur aérospatial, ingénieur système, ingénieur microtechnique, mécanique. En fait, le spatial, on a plus ou moins besoin de toutes les compétences quand on construit un satellite ou un lanceur ou travailler sur des expériences sur la Station spatiale internationale. Donc, il faut plus se poser la question, qu'est-ce qui vous anime?
Si au début, on ne sait pas trop, comme la plupart des personnes, hein, eh ben, on peut partir sur quelque chose de plus général. Quand vous faites une formation dite polytechnique, c'est un petit peu le principe. En fait, on fait quelque chose de très général où on va voir maths, physique, même biologie, chimie. Et ensuite, en fait, on va se spécialiser petit à petit. Et puis là, je trouve ça parfois un peu mieux parce qu'on peut expérimenter un peu plus avec ses propres mains, ses propres yeux, ce qui nous attire. Mais sinon, il y a aussi des écoles vraiment spécialisées en France pour l'aérospatiale. Bon, je pense que la plus connue, c'est Supaéro à Toulouse. Vous avez aussi l'IPSA à Paris. Il y a plusieurs masters que vous pouvez suivre dans un deuxième temps. Je crois que le site internet, l'Académie de l'espace, vous donne un petit peu tous les masters côté Île-de-France. Il y a l'Estaca. Enfin, j'énumère beaucoup d'écoles, mais si jamais vous voulez m'écrire après sur mes comptes Galactic Loué, je peux vous donner cette liste. Je pense que ce qu'il faut vraiment regarder, c'est qu'est-ce qui vous anime. Par exemple, si je vous fais le parallèle avec moi, donc à la base je suis française et c'est vrai que moi le système prépa ne me plaisait pas particulièrement. J'avais vraiment envie de directement rentrer dans un campus où il y avait de la recherche et de l'innovation pour pouvoir être directement au contact de ces laboratoires-là. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de pas faire prépa, mais plutôt partir dans une école qui me proposait ça dès le départ. Et puis, s'il y en a qui veulent vraiment faire le parcours prépa pour après, je sais pas, pouvoir intégrer l'X ou Supaéro, c'est possible. Il faut juste se renseigner un maximum si vous pouvez faire les portes ouvertes. Je trouve que c'est ça qui aide beaucoup. Peut-être si je peux compléter ce que dit Chloé, c'est que aujourd'hui, qui n'était pas le cas il y a 10 ans, 20 ans, il y a plein de passerelles pour rentrer dans les écoles. Même une école super-héros ou voire polytechnique, c'est pas que les concours de préparation des grandes écoles. On peut maintenant entrer par des chemins de traverse, par l'université, par des masters. Donc, si vous avez vraiment ce désir, cette envie de faire quelque chose, il faut pas vous dire ça me bloque à l'entrée. Non, il faut continuer à vous former et puis être à l'écoute de ces passerelles, de ces chemins de traverse qui vont vous permettre d'entrer dans ces métiers. Et je pense que vous, les ambassadrices de Bicomtech, vous avez aussi sans doute beaucoup d'expérience à transmettre sur ces chemins de traverse à prendre pour réaliser son rêve. Ok, Oui, et on merci. peut peut-être aussi... Ah, pardon, Non. j'ai vu une question, ça me permet de rebondir dessus, sur les parcours de formation en parallèle. Bon, on voit de plus en plus de personnes qui font ça. Alors, il faut être vraiment très motivé, c'est beaucoup. Médecins et ingénieurs, alors ça forme des personnes qui ont vraiment une idée vraiment complète sur deux domaines différents et c'est tout à fait possible, hein. Je répondais à une question dans le chat. Et je voyais par rapport à l'astrophysique aussi, peut-être, l'exemple de... C'était l'exemple de Chloé. En fait, moi, j'ai toujours rêvé d'être astrophysicienne aussi, enfin les étoiles. Mais en fait, du coup, j'observe. J'ai un télescope et je suis devenue un chasseur d'éclipses. J'en ai vu une dizaine d'éclipses totales de soleil. Donc, vous voyez, je suis pas du tout astrophysicien. J'ai travaillé, finalement, je suis arrivée dans le spatial. Donc, laissez-vous l'opportunité. Les choses se font, comme je le dis toujours, comme elles doivent se faire. Et il faut avoir une motivation, essayer de la mener à terme. Et on voit toujours, bah, des fois, il y a des portes qui s'ouvrent, vous vous attendiez pas, vous vous engouffrez dedans et c'est là où vous devez être et vous êtes au bon endroit. Voilà. Et Brigitte, est-ce que tu as regardé l'éclipse de lune hier? Non, Il y a de très belles images sur Internet. ah, Allez-y. super, Mhm. merci. Alors, la question suivante est de Nima qui demande quel conseil si on a des résultats moyens en troisième en maths, si l'ambition est d'être pilote. Alors, pas de panique, il n'y a pas besoin d'être premier en mathématiques et d'avoir fait maths sup, maths spé pour devenir pilote, il faut le savoir. Il y a des voies qui permettent de devenir pilote simplement avec le bac. N'oubliez pas que les pilotes, comme les astronautes, on ne s'arrête pas aux frontières. Alors, on ne va pas jusque dans l'espace, on va pas aussi haut qu'eux. On a le vertige un peu plus tôt. Mais voilà, on est au niveau mondial, il y a des écoles au niveau mondial, le système français et le système dans d'autres pays. Donc voilà, il faut quand même, si on est en troisième, un petit peu en difficulté en maths, essayer de renforcer ses connaissances, reprendre les socles de base, parce qu'on a quand même besoin d'un niveau terminal. Voilà, mais c'est tout à fait atteignable d'être pilote sans être premier de classe. Alors, la question suivante, elle est adressée à Claudie. Quelles étaient vos sensations durant le premier décollage vers l'espace?
Super, belle question. Alors, j'ai expliqué qu'on était entraîné longuement pour essayer de se familiariser avec ces moments un petit peu particuliers de la mission spatiale. Alors, avant d'arriver dans la station spatiale, il y a effectivement ce qu'on appelle la phase dynamique de vol. Vous êtes installé au sommet de la fusée. Moi, j'ai parti avec la fusée Soyouz et la capsule Soyouz. Et donc, vous êtes à vitesse zéro, fusée verticale sur son pas de tir. Et en 8 minutes 45, on va atteindre 28 000 km/h. La vitesse de satellisation qui fait qu'on est en... On tombe autour de la Terre. Donc, on est en chute libre permanente, ce qui fait qu'ensuite, on est dans cette sensation de microgravité. Mais vous imaginez, passer en 8 minutes 45 de vitesse 0 à vitesse 28 000 km/h, Sandra, ça va un petit peu plus vite que vos hélicos. Ça fait des facteurs de charge importants mais assez progressif. Et le fait d'avoir été entraîné en centrifugeuse, une centrifugeuse, c'est quelque chose qui va vous habituer à ces facteurs de charge. Voilà, vous arrivez à contrôler votre façon de respirer, de continuer à être agile intellectuellement et physiquement dans ces conditions de facteurs de charge. Et je l'ai trouvé, cette phase dynamique de mise en orbite, qui correspondait assez à ce que j'avais eu à l'entraînement. Je dirais pas tout à fait la même chose de la phase de retour, de désamarrage et retour au sol, et on atterrit avec un système Soyuz qui est peut-être un petit peu plus sportif et auquel on est moins préparé. Quand on est en microgravité, c'est le bonheur complet de se retrouver sans poids. On a tous ces muscles relaxés, on utilise les 3 dimensions de l'espace, on a des super pouvoirs. Bon, c'est vrai, on les perd au retour, mais quand on est à bord, ça c'est assez impressionnant. Et ben, on a cette chance extraordinaire de pouvoir regarder par le hublot défiler au-dessus de la Terre. Alors, on fait 16 fois par jour le tour de la Terre, puisqu'une orbite, c'est 90 minutes, une orbite autour de la Terre. Voilà, je pourrais vous en parler des heures. On n'a pas le temps d'en parler des heures, mais il y a plein de choses sur YouTube, des conférences et des descriptions. Mais c'est un immense privilège que d'avoir pu vivre ces missions spatiales. Sur le côté de la recherche que j'évoquais tout à l'heure, sur le côté effectivement de ce sentiment très privilégié d'être en microgravité, et de regarder la Terre à distance. Et puis je rajoute le fait d'être avec des équipages avec plein de cultures différentes. Moi, j'ai volé avec des Russes, avec des Américains. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la Station spatiale internationale, ben, c'est le seul endroit où tout le monde se parle et travaille en commun. Donc voilà, cette coopération dans les grands projets, c'est aussi quelque chose qui réunit chacun des individus. Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où tout est un peu compliqué et conflictuel, se dire que la science et ces grandes aventures-là, eh bien, elles peuvent réunir l'humanité pour qu'on la fasse progresser. C'est quand même quelque chose de très, très fort à vivre. Et j'espère que dans votre expérience de vie, vous aurez la possibilité de vous mettre aussi au service de cet intérêt général et du progrès de l'humanité. Sortez un petit peu de silos qui sont trop minuscules. On a besoin aujourd'hui de penser à demain et de penser aux jeunes générations. Ok. Donc, maintenant, nous avons Sophia qui demande quelle école d'ingénieur en France vous recommandez pour devenir ingénieur dans l'aérospatiale, notamment si l'armée n'est pas une possibilité pour des raisons de nationalité. Alors, bon, je pense que j'ai cité pas mal d'écoles et parlé un petit peu de ce parcours-là. Concernant la partie armée, alors, il n'y a pas forcément besoin, si vous voulez travailler dans le spatial et ne pas faire de militaire, c'est possible. Alors, bien sûr, il y a toujours cette question, mais ça, c'est la science en général, ce qu'on appelle le dual use. C'est-à-dire que quand on développe une technologie ou qu'on découvre quelque chose qui pourrait être applicable au militaire, mais dans, on va dire, quelque chose de plus concret, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises spatiales qui ne font pas de militaire. Et même, par exemple, si vous voulez aller travailler à l'Agence spatiale européenne ne fait pas de militaire par définition, depuis sa création. Donc, une école en particulier, je ne sais pas si Claudie ou Sandra, peut-être, tu as des idées, mais je pense qu'on peut faire toutes les écoles si on ne veut pas faire de militaire, non?
Tout à fait, on peut faire toutes les écoles, hein. Moi, j'ai un de mes fils actuellement qui est sur une école d'ingénieur généraliste totalement, qui n'a aucune spécialisation en spatial. Et pourtant, il a des projets côté spatial. Il est invité par le CNES à des lancements de fusées en Suède, à des conférences en Suisse avec l'ESA. Donc voilà, j'ai envie de dire, si vous voulez travailler dans le spatial, prenez une école, je rejoins ce que disait Chloé tout à l'heure. Faites d'abord des filières qui vous intéressent, qui vous passionnent, et vous arriverez toujours à basculer. Si vous prenez la main, il y a plein d'opportunités de formation, de summer camp. Par exemple, l'ESA propose des summer camps. Il faut juste oser, il faut se renseigner, et puis allez-y, foncez, allez-y. Oui, je complète. C'est bien, Sandra, d'avoir rappelé les deux agences, le CNES, l'agence française, et puis l'ESA, l'agence spatiale européenne. Et ils accompagnent aussi des jeunes pour leur mettre le pied à l'étrier et pour avancer. Il y a des stages possibles, il y a des summer camps, comme tu l'as dit. Et il y a un programme à l'agence spatiale européenne qui est le Young Graduate Training, c'est-à-dire qu'on rentre à l'agence pendant un an ou deux pour travailler sur un peu comme un stagiaire de longue durée, mais qui vous donne ensuite la possibilité très souvent de pouvoir être intégré à l'agence. Donc, allez regarder sur les sites des agences, il y a plein de choses formidables. Et puis, il y a plein de salons de l'éducation où vous allez pouvoir rencontrer, connaître les écoles, rencontrer des gens qui l'ont fait. Et puis alors, un petit rendez-vous quand même pour tous ceux qui sont intéressés par l'aéronautique et le spatial, c'est le Salon du Bourget cette année, hein. Alors venez, il y a tout ce qu'il faut pour prendre connaissance des écoles, des métiers, des carrières. On vous attend là-bas. Oui, peut-être aussi une école qu'on n'a pas citée, c'est l'ISU à Strasbourg, l'Institut supérieur, je ne sais même plus la traduction, mais en fait, International Space University. Merci, Claudie. Qui permet pour tous les métiers du spatial, juristes, ingénieurs, médecins, vous voyez, donc c'est des formations qui peuvent se faire sur une courte période ou sur une plus longue et qui peuvent aussi déboucher sur des stages parce que je crois que ce qui est important, c'est bon, d'avoir une motivation au départ sur un domaine précis ou pas, mais surtout de pouvoir travailler avec les équipes, vous voyez, comme ça permet de se faire connaître et de vraiment voir ce qui peut plaire. Une chose importante que vient de dire Brigitte, c'est que dans le milieu spatial et aéronautique, c'est peut-être un peu la même chose. On n'a pas seulement besoin de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, mais on a besoin de juristes, on a besoin d'architectes, on a besoin d'énergéticiens, on a besoin de plein de métiers. Alors, vous imaginez, là, on est en train de parler de construire des infrastructures sur la surface de la Lune. Bah, pour construire, il faut des bâtisseurs. Pour fournir de l'énergie, il faudra qu'on s'adresse aux énergéticiens. Pour faire se déplacer un rover ou une structure à la surface de la Lune, il va y avoir des gens du monde de l'automobile, pourquoi pas. Donc, on est en train d'ouvrir toutes ces activités spatiales à de l'ingénierie et de la recherche d'autres domaines aussi. Le monde est en train de changer, le monde vous offre plein d'opportunités, de possibilités. Vous pouvez démarrer une carrière à un moment donné et puis, hop, trouver quelque chose, une autre opportunité. Vous allez pousser la porte, vous allez découvrir un autre écosystème, d'autres gens. Vous allez peut-être entreprendre. On n'en a pas encore assez parlé de l'entrepreneuriat. Chloé l'a évoqué, Sandra aussi. Vous avez construit vos structures, mais ça peut être ça aussi à un moment donné de votre vie. Vous avez cette possibilité aujourd'hui de vivre plusieurs vies dans votre vie. Et je rajouterais, si je peux me permettre, l'aéronautique peine à recruter. Actuellement, par exemple, Air France Industrie, pour ne citer que, hein, c'est le cas des autres, recherche désespérément des techniciens, des mécaniciens. Ils ouvrent à toutes les spécialités automobiles et autres. Donc, allez voir sur leur site, il y a des offres d'emploi, de stages. Il y a vraiment, enfin, si vous voulez vous lancer, c'est le bon moment. C'est vraiment, voilà. Et puis avec le numérique, vous allez partout, hein, aussi. On a vraiment besoin de vous, on vous attend. Jeune fille, vous nous entendez? Alors, merci Claudie et Brigitte. Donc, on a une question adressée à Aya qui est quelle est
une journée ou une semaine type en tant qu'ingénieur, notamment chez Thales? Alors, il n'y a pas de journée ou de semaine type. Aucune journée ne se ressemble. On fait tout le temps des choses différentes. Donc, généralement, on a des listes de tâches à réaliser pour des livraisons. Et donc on vient sans doute piocher dans cette liste, sauf que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste je pioche une tâche, je la réalise et puis c'est fini. Ça arrive très peu souvent comme ça. C'est généralement, bon, bah, il faut aller chercher un peu ce qu'il faut faire. Ah, je comprends pas, bon, bah, il est demandé à tel métier, tel métier, tel métier. Ah, mais le problème, ça va pas se résoudre comme ça. En fait, il faut demander à tel métier. Il y a vraiment énormément de choses à faire et aucune journée ne se ressemble vraiment. C'est tout le temps plein de rebondissements. Et puis voilà, c'est un métier très intéressant. Merci Aya. Donc, on a une question pour Claudie. Avez-vous eu peur durant le décollage ou dans la station et comment gère-t-on ces émotions dans un contexte si particulier? Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. Merci. Alors, déjà, je voulais dire qu'on est tous, quand on s'engage dans une carrière d'astronaute, quand même hyper motivés. On a vraiment envie de vivre cette aventure. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps entre le moment où vous êtes sélectionné comme candidat astronaute et le moment où vous devenez astronaute. Moi, j'ai été sélectionné en 85 et j'ai volé en 96, 11 ans après. Bon, j'ai pas passé 11 ans à attendre, bien évidemment. Je me suis formée, j'ai appris plein de choses, mais j'étais hyper impatiente de voler. J'ai eu un long entraînement, donc j'avais acquis de la confiance en moi, confiance dans la technique, confiance dans l'équipage avec lequel j'allais voler, confiance dans les équipes qui allaient nous accompagner. Donc, je me sentais en confiance, je me sentais préparée. L'entraînement consiste à apprendre des tas de choses, bien sûr, mais aussi répéter des heures et des heures dans des simulateurs avec des situations où, bah oui, on vous injecte une panne toutes les 10 minutes, hein, soit une dépressurisation, une fuite de carburant, un début d'incendie, ce qui ne va pas arriver pendant le vol, hein, Dieu merci. Il peut vous arriver un petit pépin, ou voire un gros pépin, mais pas cinq comme un entraînement dans un simulateur. Donc vous apprenez en connaissant bien le système, vous apprenez à gérer des crises, des situations de crise en équipage. Hein, on est trois dans un vaisseau Soyouz et il faut se comprendre à demi-mot, il faut savoir comment réagir, comment être vigilant et contrôler tous les paramètres, bien connaître à la fois le livre vert des procédures nominales et le livre rouge des procédures d'urgence. Voilà, on est entraîné à ça. Donc, on maîtrise le mieux possible, on sait ensemble gérer des crises, on connaît les systèmes, donc ça donne la confiance de partir en plus du désir et de l'impatience qui est celui qui nous motive à cette carrière-là et à ces missions et à cette aventure. Donc, j'avais une appréhension de la responsabilité qui était la mienne, hein, au moment où c'est plus du simulateur, mais où on est vraiment au sommet de la fusée et où ça va partir, hein. Quand même pas mal de kérosène en dessous de vous quand vous partez pour atteindre les 28 000 km/h que j'évoquais tout à l'heure. J'ai volé sur un système qui était assez fiable, hein. La fusée Soyouz, elle avait été tirée 1500 fois avant que moi je ne l'utilise. Donc voilà, c'est une bonne façon d'assurer la sécurité. Et puis, il y a beaucoup de redondance. Ça, c'est tous les opérationnels et l'expertise de ceux qui préparent le vol pour qu'il y ait des possibilités de se sortir de situations non nominales et qui seraient moins bien contrôlées par l'automatisme. On apprend aussi à reprendre manuellement des opérations. Normalement, tout est automatique. Mais bon, moi, ma seconde mission, j'étais ingénieur de mission, j'étais en charge de l'amarrage. Donc, quand vous arrivez, deux objets à 28 000 km/h et vous devez amarrer le vaisseau à l'écoutille de la station spatiale. Voilà, ça s'apprend. On passe des heures et des heures en simulateur pour apprendre. Sandra a sûrement aussi beaucoup d'expérience de ces éléments-là. Donc, la formation, l'apprentissage, la répétition, la maîtrise des situations, c'est quelque chose qui vous permet de surmonter
la difficulté de ce que vous allez affronter. Parce que bien sûr, c'est difficile, ça peut être dangereux, c'est un milieu hostile, mais je dirais que c'est pas une histoire de peur. On peut avoir peur à un moment donné, mais il faut avoir la confiance et le courage de surmonter cette peur et de se donner la possibilité de résoudre le problème. Les astronautes sont des trouveurs de solutions, avant tout. C'est comme ça qu'il faut les définir. Donc, il peut y avoir de l'appréhension parce qu'il y a une responsabilité, une difficulté, mais on est préparé, on a vraiment envie d'y aller. Alors, merci Claudie. On a une question qui nous dit, à partir de quel âge faut-il vraiment commencer à penser à une carrière dans l'aéronautique? Alors, il n'y a pas d'âge, j'ai envie de dire. Voilà. Dans mon cas, c'est arrivé très tard parce que pour moi, c'était inaccessible. Il y en a, ça se déclenche très tard, même en deuxième carrière. Il faut savoir que par exemple, Air France, actuellement, la sélection, elle est ouverte sans limite d'âge. Donc on peut arriver très tard et décider à être pilote, tenter le concours et enchaîner sur une formation. Voilà, donc j'ai envie de dire, suivez votre chemin de vie, votre parcours, et puis si vous avez déjà envie de vous y prendre tôt, forcément, autant préparer le terrain en choisissant certaines matières. J'ai vu qu'il y avait des questions qui rejoignaient quelles matières on doit prendre, notamment quand on arrive en première, terminale. Si on peut axer un peu sur les sciences, c'est mieux. Bien sûr, sciences de l'ingénieur, la physique, ou les mathématiques, c'est toujours mieux. Ne pas négliger l'anglais, que ce soit au niveau international, les langues sont très importantes. Et puis voilà, et après, suivez votre cœur. Et surtout, si vous avez un échec, ce qui fait qu'on est là toutes, on a toutes eu des échecs, des moments difficiles à un moment donné dans notre vie qui font que c'était compliqué, qu'on est tombé. Il faut se relever. C'est normal tous les pilotes professionnels qui interviennent auprès de mes élèves, etc., moi-même, j'ai eu des échecs. Et chaque fois, on se relève, on recommence, on réessaye. Donc si on baisse pas les bras, c'est parce qu'on n'a pas baissé les bras qu'on a réussi. Et c'est normal dans ce milieu, notamment de l'aéronautique, c'est normal d'échouer. Il n'y en a pas un seul pilote qui a réussi toute sa carrière sans avoir des échecs, ses études. C'est tout à fait normal, il faut le savoir. Vous allez faire le concours 2, 3, 4 fois avant de pouvoir réussir à devenir pilote. Et donc il faut se relever et il faut avancer et pas se dire oh je suis nul, j'ai raté. Non, c'est tout à fait normal dans un parcours. Je rebondis sur ce que vient de dire Sandra. J'ai le souvenir de Peggy Whitson, qu'on connaît tous comme une grande astronaute fantastique. Je crois qu'elle a tenté 4 fois la sélection d'astronautes avant d'être sélectionnée. Et pour les âges d'entrée dans une carrière, je voulais signaler par exemple qu'à l'Agence spatiale européenne, à une époque, il y avait voilà, un créneau entre 27 et 37 ans. 27 parce qu'on ne prend pas des gens qui sortent de l'école, il faut avoir une expérience professionnelle, une expérience de vie et montrer voilà, qu'on est engagé, persévérant et qu'on va rentrer dans cette carrière-là parce que c'est vraiment un engagement de vie que de rentrer dans cette carrière. Mais le 37 ans, maintenant, il n'existe plus. La dernière sélection de l'Agence spatiale européenne, c'était 27-50. Donc, ça vous donne voilà, quand même encore des ouvertures de carrière possibles, même dans une seconde partie de carrière, comme le disait très justement Sandra. Et puis, une petite chose, parce qu'on parle des femmes aujourd'hui, mais si on élargit un petit peu le sujet de la diversité, il faut savoir aujourd'hui qu'on peut rentrer dans plein de métiers, même en ayant des formes de handicap qui, il y a quelques années, ne permettaient pas d'entrer dans de telles carrières. Alors, je le dis spécifiquement pour l'Agence spatiale européenne, puisque dans la dernière sélection, celle de 2022, il y a eu la sélection d'un par-astronaute. On avait ouvert les candidatures à des candidats et candidates qui pouvaient avoir eu un handicap au niveau des membres inférieurs. Et John McFall a été retenu, sélectionné et il vient d'être confirmé apte à la mission spatiale, alors qu'il a une prothèse de jambe après un accident de moto qu'il a eu à 19 ans. Bon, vous allez regarder sur Internet, vous allez voir qu'il est quand même médaille de bronze du sprint aux Jeux Olympiques de Pékin, hein. Qu'il est médecin, chirurgien de très très haut niveau, donc il a un beau CV. Mais voilà, qui aurait dit que quelqu'un qui avait une prothèse de jambe
aurait un jour la possibilité de devenir un astronaute. Donc, quand je disais que ce 21e siècle est porteur de plein d'opportunités, les choses changent. Oui. Oser. Oui, Alors, je crois merci. pour peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Claudie avec la sélection ouverte aux paraplégiques, c'est vrai que c'est très Pas important paraplégique, non, non, pardon. Euh, astronaute. Sélection pour des, non, je pensais paralympique, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais donc handicapés, parce que en fait, il y a vraiment des voies communes entre la médecine spatiale et puis qu'est-ce qu'on peut se faire pour les sportifs, pour les gens qui sont alités dans les lits, enfin. Il y a vraiment, et c'est de plus en plus nécessaire de montrer que cette médecine spatiale, elle ouvre, enfin la médecine ou la technologie va permettre d'enrichir tout ce qu'on a sur le plan terrestre. Et c'est vraiment très important. Il y avait autre chose que je voulais dire, j'ai oublié. Donc, euh, à propos de cette sélection, et l'âge, oui, l'âge. En fait, voilà. En fait, les limites que l'on a, ce sont les limites que l'on se donne. C'est-à-dire que normalement, il ne faut pas se limiter soi-même. C'est-à-dire si on est motivé pour faire quelque chose, il faut se lancer et on saura arrêter si on ne peut pas. Mais c'est vrai que ça, c'est très important de se laisser tous les champs des possibilités. Tout le temps qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Alors, merci Brigitte. Donc, maintenant, nous allons clôturer cette session de questions-réponses. Merci à toutes pour vos réponses. Donc, merci à tous pour ce moment d'échange. Maintenant, je propose qu'on fasse une petite dernière question pour répondre rapidement, 2 minutes maximum. Donc, vas-y, Floriane, fais une petite question et puis voilà. Ah, donc, je peux poser une dernière question qui est, y a-t-il un âge limite pour avoir la tête dans les étoiles ou en traduction, avoir une chance d'aller dans l'espace? Floriane, je crois qu'on a un petit peu répondu précédemment à cette question. Il y a donc une ouverture jusqu'à l'âge de 50 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, l'âge de 50 ans? Ça veut dire que quand vous vous engagez dans une carrière d'astronaute, c'est pas pour une carrière d'astronaute professionnelle. C'est pas pour un petit vol une fois et hop, on s'en va, c'est fini, on a eu plaisir. Ça s'appelle le tourisme spatial. Je dirais pas que c'est une carrière d'astronaute, mais c'est de se dire qu'on s'engage pour une mission, 2 missions, 3 missions et qu'on va avoir 10 ans, 15 ans de carrière. Et il y a des astronautes aujourd'hui qui ont volé alors qu'ils avaient plus de 60 ans, même plus de façon assez exceptionnelle, hein, qui ont volé après 70 ans. Mais tant qu'on a aussi une condition physique qui permet de tenir les facteurs de charge, d'être en sécurité quand on est isolé dans une station spatiale, on peut voler à des âges qui peuvent aller jusqu'à 65, 66. C'est pour ça que 50 ans, ça vous laisse encore 15 ans de carrière devant vous si vous êtes en bonne santé. Mm. Et si je peux peut-être rebondir sur cette question d'âge, comme on discute de ça depuis quelques minutes. Donc, moi, j'ai 27 ans, donc je suis encore considérée comme un petit bébé dans le milieu du spatial, même si parfois j'ai l'impression d'avoir votre âge, mais je me dis qu'en fait, il y a pratiquement maintenant une décennie entre nous. Mais c'est vrai que la question de l'âge, elle revient souvent et je me la suis moi-même posée comme une question de légitimité en fait. Est-ce que je suis légitime par exemple à 18 ans d'aller toquer à la porte du CNES pour demander si je peux aider bénévolement? Et la réponse en fait c'est oui, c'est que l'âge c'est juste une variable finalement et qu'il faut oser peu importe l'âge. Quand je fais des conférences et que, avec des familles, donc des parents et des enfants, et que je demande qui aujourd'hui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire de sa vie, eh ben, les jeunes qui doivent s'orienter généralement lèvent la main, mais les parents aussi. Parce que finalement, ces questionnements d'épanouissement personnel et de ce qu'on veut faire, elles arrivent à tous les âges. Et aujourd'hui, Claudie en a un petit peu parlé de ces questions de passerelle. On a un grand privilège, contrairement par exemple peut-être à nos grands-parents, c'est qu'on peut changer de carrière beaucoup plus facilement et se réorienter. Donc aujourd'hui, si le spatial, ça vous passionne, mais que peut-être dans ce que vous faites aujourd'hui, il y a autre chose qui vous passionne, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en faire plus tard. Il faut vraiment savoir s'écouter et expérimenter. Finalement, c'est ça la méthode scientifique. Aller sur le terrain, expérimenter, apprendre et continuer. Et puis écouter, partager les expériences des autres
Et moi, j'ai été ravie de participer à cette conférence ce soir parce que voilà, on a des profils différents. Moi, j'apprends à chaque fois de la rencontre avec les autres et je suis pleine de reconnaissance pour vous, jeunes femmes de Bicomtech et les ambassadrices, parce que bah voilà, vous avez osé, vous nous avez réunis. Et j'ai trouvé ça formidable de partager entre nous et de pouvoir partager avec vous tous qui nous écoutez. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là réunis pour ce moment. Merci beaucoup à vous, chers intervenantes, d'être venus, de s'être portés volontaires pour qu'on passe une soirée qui a été riche en connaissances. Au fond du cœur, vraiment, merci à toutes. J'aimerais remercier aussi l'équipe Bicomtech. J'aimerais remercier aussi, plus de ça, toutes les ambassadrices qui se sont données à fond concernant l'organisation de cet événement. J'aimerais vous remercier, vous aussi, le public, puisque c'est grâce à vous aussi qu'on passe un super bon moment. J'aimerais aussi remercier des personnes en particulier, notamment Jules Grand-Cyr, grâce à qui la plupart des intervenantes ne seraient pas là, avec notamment son podcast qui est très inspirant, qui parle de femmes de l'espace aussi qui sont inspirantes. Je cite, Elles font l'espace. J'aimerais aussi remercier énormément quelqu'un qui m'a poussé justement à aller jusqu'au bout et à faire cet événement et à chaque fois que j'allais de retomber à me dire que il faut que j'y aille, il faut que je fasse ce travail jusqu'au bout. Donc j'aimerais remercier Marion Montaigne en particulier et j'aimerais aussi remercier Eric Lagadec, aussi Christophe de Crédataire. Vraiment merci beaucoup. Et un dernier petit mot de la part de Sandra. Et enfin, cette conférence est enregistrée et sera rediffusée sur le compte YouTube de Bicomtech. Eh bien, au nom de toutes les intervenantes, Nakia, merci infiniment d'avoir osé organiser cette soirée qui nous a vraiment inspiré et j'espère que vous aussi ça vous a inspiré. Nous avons pris énormément de plaisir, toutes les intervenantes. Merci à toute l'équipe de Bicomtech, je pense à André, Andrea, Laurie, ainsi qu'aux ambassadrices. Merci pour toute l'énergie que vous déployez pour ouvrir les numériques, tout ce qui est l'intelligence artificielle, le numérique aux femmes. Merci à vous, cher public, d'avoir répondu présent. C'était que du bonheur. Et puis, mesdames, osez les sciences, osez le numérique. Allez-y, foncez. Merci à toutes et merci à tous et au revoir, à bientôt et merci beaucoup tout le monde. Passez une très bonne soirée et un très bon week-end et une joyeuse journée de pied.